Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, c'est la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire. On va en parler avec l'invité du Grand Oral, Maxime Michel. Il est directeur d'école et on va en parler à la fois autour de son expérience et en écho à une étude publiée par Apprentis d'Auteuil. L'anti-sèche d'Emma Guessel. L'anti-sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. L'actu, c'est cette grève interprofessionnelle aujourd'hui en France. Eh bien, on va réviser notre programme d'histoire, puisque le programme d'histoire retrace la longue épopée du droit de grève. L'heure de la récré, toujours avec Emma. Coup de chapeau aujourd'hui à des jeunes auteurs d'actions courageuses et humanitaires. Un prix les récompense, le Young Courage Award. Et puis enfin, on a rendez-vous comme chaque semaine avec Sandra Ferreira, notre chroniqueuse nutritionniste diététicienne, une femme de parole, allez-vous découvrir. Elle vous avait promis la semaine dernière une chronique spéciale, bien manger sans se ruiner. La promesse sera tenue dans une vingtaine de minutes. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti, Grand Oral. Comme chaque année depuis 2015, en ce premier jeudi de la rentrée des vacances de la Toussaint, c'est la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire. Un phénomène jugé suffisamment grave pour que l'Assemblée nationale ait unanimement voté le 1er décembre 2021 la création du délit de harcèlement scolaire. Il pourrait être puni jusqu'à 10 ans de prison et 150 000 € d'amende en cas de suicide ou de tentative de suicide de la victime harcelée, car vous le savez, c'est arrivé. Mais pour l'heure, ça n'a pas suffi à éradiquer ces violences, ce dont témoigne la 3e édition du baromètre de l'éducation OpinionWay pour Apprentis d'Auteuil. Elle vient de sortir, on va en parler et puis on va aussi parler des solutions avec Maxime Michel. Bonjour. Bonjour. Maxime, on est très heureux de vous accueillir. Vous êtes directeur de l'école primaire Pier Giorgio Frassati qui est dans les Yvelines. Alors je dis volontairement dans les Yvelines parce qu'elle est à la fois au Vésinet et vous venez d'ouvrir une annexe à Saint-Cyr-l'École et vous faites partie du réseau des établissements scolaires d'Apprentis d'Auteuil. Vous avez été enseignant jusque tout récemment d'ailleurs. Jusque tout récemment. En CM2 je crois, pour le dernier. La cette année. On commence quand même avec ce baromètre. Alors pas spécifiquement sur le harcèlement scolaire, c'est un baromètre sur les violences en général. Le nombre de jeunes qui estiment que l'école est un lieu propice à l'expression des violences est considérable. Tout à fait. C'est un constat qui est, je trouve, très alarmant. Après, moi, j'en suis pas personnellement étonné, mais c'est du fait d'avoir dirigé un dispositif de raccrochage scolaire depuis tant d'années. Donc, effectivement, on a des enfants qui viennent chez nous, qui ont porté des violences ou qui les ont subies, voire les deux. Donc c'est notre quotidien, mais effectivement les chiffres annoncés sont extrêmement alarmants. 74%, et puis 29% qui disent ne pas se sentir en sécurité à l'école. Les violences qui dominent, c'est les violences verbales quand même. Tout à fait, ça commence souvent par là. C'est parfois difficilement détectable d'ailleurs pour les professionnels et malheureusement la suite peut porter vers du physique et voire du harcèlement. Difficilement détectable, pourquoi? Alors parfois ils se lancent des trucs et puis vous disent monsieur c'est pour rigoler, c'est ça? Tout à fait, après ça banalise, il ne faut pas tomber dans la banalisation des mots, leur faire comprendre que tout acte, toute parole a une portée sur le camarade, sur l'adulte qui est en face de lui. Ça c'était un gros travail. Violence verbale, juste après viennent les violences psychologiques, avant les violences physiques. De quelle nature sont-elles? Elles sont très insidieuses également. Elles peuvent venir également de l'institution, des adultes, parfois des manques d'écoute. Je pense que dans certaines institutions, il n'y a pas assez d'espace de parole, justement pour que ces jeunes-là puissent verbaliser leur mal-être, ce qu'ils peuvent ressentir de par certaines brimades, certaines paroles blessantes qui viennent très régulièrement les heurter. Ces espaces de parole, pour moi, sont très importants. Et justement, les libèrent et font que la connexion se fait avec l'équipe enseignante, l'équipe éducative. Les violences des adultes, verbales ou les petites humiliations psychiques, enfin petites ou grandes d'ailleurs, mais enfin bref, ces violences psychologiques, c'est quoi? C'est de rendre une copie en un tel ou une telle, c'est que comme d'habitude c'est nul, ou de rendre les copies par ordre de notes, ou enfin tout ce qui peut afficher les jeunes, comme ils disent. Exactement, tout propos qui peut être heurtant devant le collectif, souvent. La plupart du temps, on est heurté parce que le collectif entend cela. Et puis, encore une fois, c'est de la banalisation. On a tendance, dans le quotidien, à aller très vite parce qu'on a face à nous un collectif d'enfants à emmener loin ou de jeunes adultes. Et il est très facile, malheureusement, de tomber dans ces dérives-là. Par extrapolation du sondage réalisé par OpinionWay pour Apprentis d'Auteuil, on déduit que le harcèlement moral, donc là on vient sur les questions de harcèlement, toucherait en France plus d'1,2 million de jeunes qui seraient concernés, ce qui est assez considérable. Les jeux dangereux apparaissent aussi, 9%. Ça fait aussi 420 000 jeunes qui seraient consacrés. Quels sont-ils les jeux dangereux? C'est les jeux que l'on connaît, du foulard, tous ces jeux qui mettent la vie des enfants en péril. Ils ne s'en rendent pas compte. Il y a encore une histoire de collectif, d'engouement collectif. Et les adultes, les professionnels qui sont là doivent être vraiment très
à l'écoute et vigilants sur ces pratiques qui peuvent être terribles. On va évidemment parler de l'école primaire avec vous tout à l'heure, puisque vous êtes directeur d'école primaire. Les violences, elles culminent au collège, dans le baromètre, mais ça commence dès l'école primaire. Tout à fait. Voire dès la maternelle d'ailleurs. Voire dès la maternelle. Pour nos effectifs, là, on en a à peu près 80-85 enfants chaque année vers qui on se tourne pour leur donner un coup de main et leur redonner un sas de réorientation, déjà au niveau comportemental, puis aussi dans les apprentissages plus traditionnels. Mais effectivement, dès l'école maternelle et dès l'école primaire, on peut voir des profils de jeunes vraiment très, très en difficulté et qui se retrouvent parfois même à l'écart du monde scolaire. Et c'est pour ça qu'on travaille auprès d'eux et auprès de leur famille. Et on va voir comment, parce que vous le savez, sur School TV, on parle des problèmes, parce qu'il y a des problèmes, mais on aime bien raconter qu'il y a aussi des solutions et des gens qui font des choses, et c'est le cas. Maxime Michel, directeur de l'école primaire Pier Giorgio Frassati au Vésiné et à Saint-Cyr-l'École, est l'invité du Grand Oral en cette journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire, où on parle harcèlement en particulier, et puis aussi violence. En général, on le retrouve juste après l'anti-sèche. Emma Guessel. Emma, bonjour. Bonjour Emmanuel. Vous avez mis le rouge de la Révolution. Ça, j'ai compris le symbole. Grande journée de grève aujourd'hui partout en France. La CGT a appelé une mobilisation générale. Emma, dans l'Anti-Sèche, vous avez décidé de nous parler de l'histoire du droit de grève en France. Et oui, et juste avant de vous parler de la France, j'aimerais juste vous donner une petite anecdote que notre invité, l'égyptologue Aude Gros-de-Belair, avait donnée sur ce plateau. Si vous l'avez raté, la voilà. Est-ce que vous savez de quand date la toute première grève connue de l'histoire ? On va laisser faire Maxime, parce que moi je m'en souviens. Non, je vais être un mauvais. Je vais vous donner un indice, si vous aimez bien le cinéma. Pas content, pas content, pas content. Ça vous dit rien ? Ça me rappelle un film, mais... Astérix, Mission Cléopâtre, ça vous rappelle ça ? Égypte antique, en 1166 avant Jésus-Christ, sous le règne de Ramsès III, ce sont les ouvriers qui se sont mis en grève face à l'administration royale parce qu'il manquait de nourriture et ils ont obtenu gain de cause. Voilà pour l'anecdote. Maintenant, on revient en France et là aussi, il faut remonter au Moyen-Âge pour parler de grève parce que le premier corps de métier qui obtient le droit de grève en 1231, ce sont, figurez-vous, les professeurs. Et alors pourquoi font-ils grève en 1231 ? Pour défendre leurs élèves. C'est beau. Tout commence en 1229. Des étudiants se bagarrent dans une taverne dans le quartier latin à Paris et ça prend des proportions énormes. La répression des autorités est très violente. Certains étudiants sont même tués. Et les profs de ces étudiants se réunissent en assemblée et décident d'arrêter de faire cours et de quitter la ville pour soutenir les élèves. Et cet exil, si on peut le dire, ça va durer 2 ans, jusqu'à ce que le pape accorde le droit de grève à l'Université de Paris et aux professeurs pour soutenir les élèves. Alors là, on est toujours dans l'histoire, mais celle du droit de grève tel qu'on le connaît aujourd'hui, elle débute quand même un petit peu plus tard, grosso modo au moment de la Révolution française. Voilà, en fait, d'abord, ce qui a existé, c'est pas le droit de grève, c'est l'interdiction du droit de grève. La loi Le Chapelier, 1791. Tout à fait, on est en pleine Révolution française et à cette époque, ce qui prime, c'est l'intérêt général. Il ne doit rien exister entre les citoyens et l'État, donc cette loi, Le Chapelier, elle interdit les grèves et les syndicats. Et les corporations d'ailleurs. Et les corporations. Et les professeurs et les étudiants vont en souffrir. On va même supprimer l'université de facto. Exactement. Et pourtant, à l'époque, les conditions des ouvriers sont très mauvaises. Leur salaire leur sert à payer leur loyer, la nourriture, ce qu'il faut pour survivre en fait. Mais les loisirs, l'épargne, ça n'existe pas du tout. Et donc, ils vont faire grève quand même. Ça sera violemment réprimé. Et c'est à ce moment-là qu'apparaît une culture de grève, de la clandestinité, de la lutte, avec cette méfiance dans la relation entre patronat et ouvriers. Et tout cela, on le voit en cours d'histoire, bien sûr, de première. Et oui, le cours d'histoire de première. Et on attend 1864 pour que ce droit de grève soit dépénalisé. Enfin, cette interdiction de droit de grève. Tout à fait. Et encore 20 ans pour la légalisation des syndicats. C'est la loi Pierre Valdec-Rousseau en 1886. Une date importante également, en 1895, la naissance de la CGT, Confédération Générale du Travail. Ce sera le principal mode d'action des ouvriers. Ça sera un succès parce que les grèves de la première moitié du XXe siècle vont permettre des changements radicaux de la société française avec des lois qui sont encore les nôtres aujourd'hui, en 2022. Souvenir de programme d'histoire, 1936, le Front Populaire. Tout à fait, mouvement de grève immense qui débute après la victoire du Front Populaire aux élections de mai 36. Tout débute dans les usines Breguet, au Havre, et ça se propage un peu partout en France. Paralysie totale du pays pendant plusieurs semaines. Au plus fort de la mobilisation, le mouvement représente plus de 12 000 grèves, au total 2,5 millions de grévistes. Pression extrêmement forte et le gouvernement va répondre par un certain nombre de mesures. Mais oui, en juin 36 seront adoptés les accords de Matignon. Alors, c'est une augmentation des salaires déjà, des contrats collectifs de travail, l'institution de délégués du personnel dans les établissements de plus de 10 salariés,
accords qui seront suivis par la loi qui instaure les congés payés et la limitation de la durée du travail à 40 heures par semaine. Ça, c'est en 1936 et 10 ans plus tard, en 1946, le droit de grève sera inscrit dans la Constitution. Merci beaucoup. Tout ne restera pas forcément simple, puisque par la suite, je crois, dès 1948, grande grève des mineurs, on appelle l'armée répression, il y a eu des morts, 5 morts si je me souviens bien, mais enfin, ce droit de grève avait été voté. Merci beaucoup, Emma. Merci. Retour au Vésinet avec Maxime Michel, directeur d'école. On parle violence à l'école en cette journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire. Maxime Michel, directeur d'école primaire, et on vous invite, vous, parce que ça commence dès les petites classes, la violence. On va planter le décor, vous l'avez un petit peu évoqué. L'école Pier Giorgio Frassati, donc 2 emplacements, 2 implantations en fait, l'historique au Vésinet et une annexe désormais à Saint-Cyr-l'École. Quels élèves accueillez-vous? Alors, uniquement et spécifiquement que des élèves en décrochage. Du CP au CM2, c'est-à-dire des élèves en rupture avec le système traditionnel scolaire, pour un grand panel de raisons. Mais en tout cas, la condition, c'est vraiment un enfant en rupture, en voie de décrochage ou déjà en décrochage complet, ça arrive déjà même à cet âge-là, avec pour objectif, nous, de l'accueillir dans un minimum de temps. Le temps de passage est à peu près de 2 ans, ça peut aller jusqu'à 3 ans. Ça ne peut être qu'un sas temporaire, avec l'objectif de le faire bien sûr progresser dans ses savoir-faire, dans ses savoir-être, on est là aussi pour en parler, et de travailler une réorientation la plus rapide possible dans un schéma plus traditionnel ou parfois de soins ou dans le handicap. École, vous arrivez-vous en 2009 comme enseignant, comme professeur des écoles, et en 2012, il y a tout un projet qui se met en œuvre puisqu'il y a une recrudescence de la violence au sein de l'établissement. Que se passe-t-il concrètement ? Concrètement, on a une équipe professionnelle un peu dos au mur, puisqu'on s'aperçoit que le message ne passe plus, que le cadre global n'est plus tenu, que les enfants sont très percutants et vont heurter le cadre très très régulièrement et très fortement. Et donc, à une réunion bilan de fin d'année, on se dit qu'est-ce qu'on va faire pour enfin remettre du cadre, et on se tourne vers la pédagogie institutionnelle. Alors, c'est quoi la pédagogie institutionnelle ? Alors, ça rappelle, c'est les grands noms, c'est un courant qui est issu du mouvement Freinet, on est donc au début du XXe siècle. Tout à fait. Fernand Houry aussi, tout ça. Exactement, donc accompagné d'universitaires et de formateurs, on se lance dans la découverte déjà de cette pédagogie qui existe déjà, avec l'objectif de l'adapter à nos problématiques, aux problématiques qu'on avait repérées, pour pouvoir, encore une fois, avoir un cadre bien posé dans lequel les enfants sont sécurisés et peuvent devenir élèves. Pédagogie institutionnelle, ça a l'air comme ça jargonnant, mais en fait c'est exactement ça, c'est-à-dire ils rentrent dans une institution, et donc dans cette institution forcément il y a des règles, c'est ça en fait. Mais alors concrètement, comment on fait rentrer des enfants petits qui ont des histoires assez chaotiques, des histoires de vie assez chaotiques, j'imagine souvent aussi des problèmes de santé, des problèmes sociaux, enfin voilà, vous cumulez. Comment on les fait rentrer dans une institution ? Il ne suffit pas de le leur dire. Non, mais c'est surtout de les rendre acteurs de cette institution. C'est-à-dire que l'école Frassati, c'est pas uniquement l'école des adultes et l'école de Monsieur Michel. On va, par plein d'outils différents, les rendre acteurs pour qu'ils se sentent vraiment élèves. Exemple. L'exemple le plus criant, c'est dans toutes les fins de semaine, tous les vendredis, donc de manière hebdomadaire, il y a le conseil de classe dans chaque classe. Alors chez nous, c'est des classes à thème, cuisine, foot, cinéma et autres. Mais ce groupe vit ensemble et va se réunir et va, de manière très cérémoniale, changer la géographie de la classe, se mettre en mode réunion avec l'adulte qui prend place autour de la table et qui n'a pas un autre rôle que de veiller à ce que la parole soit juste et argumentée et que l'ordre du jour soit bien tenu. Il n'a pas un rôle supérieur à ça. Et les enfants vont comme ça réguler la vie, cette micro-société qu'est l'école. Alors on va... Ils parlent de quoi concrètement ? Alors concrètement, ils vont gérer les propositions. Ils peuvent... Par exemple je sais pas, demander à faire de la trottinette pendant la récréation. Ouais. Voilà, donc on en discute. On valide, on invalide, on vote, on décale, on se tourne vers le directeur, on voit s'il y a des budgets. Voilà, on en discute en réunion. Ensuite, on fait un bilan de la semaine pour voir un peu comment chacun a vécu la semaine. Et encore une fois, l'enfant, l'adulte, tout le monde s'exprime. On gère. Ils ont le droit de dire que alors c'est plus Monsieur Michel parce que vous n'enseignez plus, mais le cours de Monsieur Michel c'était vraiment nul. Alors tout à fait. En fait, cette pédagogie-là, elle est aussi très insécurisante pour l'adulte parce qu'on se met à portée. Mais oui, c'est ça. Voilà, donc il faut accepter aussi le jeu. Et donc ça fait partie du petit côté insécurisant que les professionnels acceptent bien parce qu'on voit très bien les bienfaits qu'on a derrière. Donc après, on gère les conflits qu'ont eu les enfants entre eux. Donc ils ont un outil pour éviter de tout de suite repartir dans la violence verbale ou physique quand il y a eu un accrochage. Ils savent qu'ils ont un cahier des plaintes.
Donc ils vont poser leur plainte avec l'aide de l'adulte ou pas, selon le degré de complexité ou de gravité. Ouais, donc c'est très, très codifié. Ils remplissent cela et puis ils savent que tous les vendredis, institutionnellement, on va ouvrir ce cahier, on va demander si la plainte est encore valide, parce que parfois des enfants, on passe à autre chose, on est redevenu copains et donc très bien c'est réglé. Mais si l'enfant l'a encore sur le cœur, voilà, on va donner la parole à celui qui se plaint, il va nous expliquer pourquoi il se plaint, ce qui s'est passé. On donne la parole aussi à celui qui est mis en cause. Et puis tous ensemble, on va essayer de trouver une réparation qui est de l'ordre du symbolique. On n'est pas là pour sanctionner, mais vraiment pour montrer qu'il y a cet espace de parole où l'enfant va pouvoir dire ce qui s'est passé et on régule ça tous ensemble. On va prendre une petite récré dans 3 secondes, mais juste cette petite question. J'ai le souvenir de lecture en histoire de l'éducation où on donne aux élèves un petit peu la clé de la gestion de la discipline dans les établissements et où parfois ils sont beaucoup plus rugueux que les adultes. Et très souvent. C'est ça, hein ? Tout à fait. Si on veut un système un peu autoritaire, on demande aux enfants de s'en occuper. Très souvent. Sauf quand ça les concerne personnellement. Oui, c'est ça. C'est un petit peu plus doux. Donc c'est là que vous retournez le truc en disant et toi, si ça t'arrivait, est-ce que tu accepterais que... Exactement. Il faut leur montrer que là, on est vraiment dans de l'ordre du symbolique, de la réparation. C'est des enfants du CP au CM2, donc il va lui porter son cartable, il va lui faire un dessin et on va se serrer la main. On est vraiment dans de l'ordre du symbolique. Enfin, il ne faut pas croire que tout ça conduit vers une forme de laxisme ou de... c'est plutôt l'inverse. Oui, tout à fait. C'est les adultes qui sont là et disent on va se calmer. Oui, en fait, on a un cadre qui est très rigide, le respect de l'adulte. Mais à l'intérieur de ce cadre-là, on va leur donner des outils, va les outiller. Et il y a de la souplesse. Voilà, exactement. Apprentis d'Auteuil, enseignement orphelin. Apprentis d'Auteuil, c'est une fondation qui accueille et scolarise des enfants en difficulté. Ils sont cette année 2454 dans les écoles de métropole et d'outre-mer, 4267 dans les collèges, 5268 dans les lycées. Et dans les écoles primaires, donc, il y a Pier Giorgio Frassati au Vésinet, dont le directeur, et à Saint-Cyr-l'École désormais, dont le directeur Maxime Michel est notre invité. On le retrouve juste après une récré garantie sans violence, grâce à Emma. J'ai récupéré le cahier machin, là il y a une certaine Emma qui prétend que j'ai mangé tous les bonbons, mais c'est pas vrai, qu'est-ce que tu racontes ? Tout à fait vrai. Ah là 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 là. Emma, vous nous parlez du Young Courage Award. Mais oui, je connaissais pas ce prix. Alors moi non plus. C'est un prix qui récompense des actions courageuses et humanitaires accomplies par des jeunes de 13 à 21 ans. C'est l'actu qui m'a appris ça, qui en a fait ça une. Le prix a été créé en 2015 en Suède et il est devenu international seulement l'année dernière. Est-ce qu'il y a des Français parmi les lauréats ? Mais oui, 2 Français. Des jeunes Français courageux. 2 Français courageux parmi les 8 lauréats de cette édition 2022. Ils ont, je cite, fait la différence avec peu de moyens. C'est tout nous. Mais c'est nous les 2 Français, mais évidemment. Pas de pétrole, mais des idées. C'est pas nous du tout. Le premier Français qui s'appelle Rabat Siam, il a 16 ans. Il a sauvé la vie d'un jeune garçon qui était grièvement blessé à la tête après une bagarre entre gangs. Rabat a pratiqué les gestes de premier secours et il l'a sauvé. Comme quoi, apprendre les gestes de premier secours, ça peut vraiment sauver des vies. Et l'autre, c'est une jeune Française. Une jeune Française de 18 ans, Sacha Saliba. Alors elle a organisé une vente de sucre d'orge dans son établissement pour venir en aide au Liban et elle en a vendu quand même plus de 600 et tous les profits sont allés à une association qui envoie des médicaments et des fournitures au Liban. Alors il n'y a pas que les Français, on a commencé comme ça, mais il y a d'autres lauréats. Ouais. Par exemple, cette jeune Suédoise qui a créé un couvercle protecteur à mettre sur son verre en soirée pour pas qu'on mette de drogue dedans. Elle a aussi créé un test rapide pour détecter la présence de drogue. On peut aussi ne pas boire d'alcool pendant les soirées. Oui, c'est vrai, on peut aussi. Oui, ma fille, je te parle. On peut, voilà. Et donc voilà pour ce prix. D'ailleurs, si vous pensez à quelqu'un de votre entourage pour être un des lauréats de l'année prochaine, sachez que vous pouvez envoyer une lettre de motivation de 600 signes maximum en anglais ou en suédois, évidemment en suédois, très simple, à l'ambassade de Suède à Paris. Donc n'hésitez pas. Ouais, si c'est le prix Nobel de la jeunesse, au fond. Les Suédois, ils n'arrêtent pas de créer des prix internationaux comme ça. Tout à fait. Donc, génial. Young Courage Award. Vous avez le Young Chronicles Award de la quotidienne, chère Emma. Merci beaucoup. Maxime Michel, Grand Oral. Retour sur cette 3e édition du baromètre de l'éducation Opinionway pour apprentis d'Auteuil. Je précise que c'est une étude qui s'appuie sur un échantillon très important, 1057 jeunes de 15 à 20 ans et 1066 parents de jeunes âgés de 15 à 20 ans. D'où vient la violence scolaire? Comment y remédier? On en parle avec Maxime Michel, directeur de l'école primaire Pier Giorgio Frassati au Vésinet et à Saint-Cyr-l'École. Dans les préconisations, parce qu'on demande des préconisations aux jeunes et aux parents qui apparaissent dans le baromètre, il y a l'idée du cadre scolaire. Donc on est en plein dans ce que vous venez de nous décrire sur la pédagogie institutionnelle en fait. Oui, tout à fait. Le cadre doit, pour moi, s'adapter pleinement à cette dérive qui est constatée par ce baromètre, qui est criant.
Et je pense que tous les projets pédagogiques portés par n'importe quel établissement scolaire doivent vraiment avoir à cœur d'outiller ces enfants. Ces enfants qui, malheureusement, vont être confrontés à ces difficultés. Vous les suivez un peu parce que alors, vous les gardez pendant 1 an, 2 ans, 3 ans maximum. Le but, c'est qu'ensuite, ils intègrent un établissement standard, je ne sais pas comment dire. C'est ça, classique. Classique, qui ne fonctionne pas forcément comme chez vous. Oui. Comment ils rentrent là-dedans? Alors, c'est une difficulté que l'on a à cœur de résoudre de par notre projet. Alors, en fait, il y a plusieurs options qu'on a mis en place. Il y a déjà, en fait, on peut faire déjà des emplois du temps hybrides, c'est-à-dire que l'enfant ne vient pas complètement chez nous, mais va avoir un emploi du temps entre l'école de son quartier et notre dispositif. Donc il s'habitue. Il s'habitue, voilà. Donc il ne perd pas pied dans ce que lui demande le classique, une trentaine d'enfants et un enseignant. Oui, parce que chez vous, j'imagine que c'est des tout petits effectifs. C'est des petits effectifs. C'est quoi, 12 élèves par classe, j'imagine, quelque chose comme ça? Voilà, entre 12 et 15, avec des éducateurs spécialisés, il y a un ratio. Donc là, ils comprennent que dans l'école d'à côté, on n'a pas le droit de dire que le cours de M. Michel, il n'est pas bien. Enfin, on n'a pas le droit, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Et donc c'est moins difficile pour lui à la sortie. Il a moins perdu pied. Si jamais l'emploi du temps est à 100% dans notre dispositif, on va remettre petit à petit un emploi du temps là où il va pouvoir, soit sur des semaines d'observation ou d'immersion, reprendre pied. Parce que sinon, au-delà de 2-3 ans de présence chez nous et sans tout ce travail de réappropriation de ce qu'est le rôle d'élève dans du schéma classique, la marche est très haute. Toujours dans le sondage, quand on demande à la fois aux parents ou aux jeunes ce qu'il faut faire face aux violences de tout type, on a parlé des verbales, des psychologiques, des physiques, la première réponse, la préconisation numéro 1, c'est il faut sanctionner plus sévèrement. Pourquoi c'est pas magique? Pourquoi ça ne suffit pas? Ça suffit pas parce que justement, en fait, en tombant à bras raccourcis sur ces enfants-là qui harcèlent, eh bien, on en fait des décrocheurs aussi. Dans notre effectif, on a des enfants qui, évidemment, ont porté des coups pour toutes sortes de raisons. Ça peut être lié aussi parfois à de l'autisme, à un parcours de vie chaotique, comme vous l'avez dit. Eh bien, si on tombe que par de la répression sur ces enfants-là, ils vont s'écarter du chemin scolaire et venir chez nous. C'est un peu ce que nous disait Basile Debure sur la prison la semaine dernière dans l'émission. Il a publié un livre qui s'appelle « Que le destin bascule » chez Flammarion, en disant voilà, il faut faire très attention quand c'est sur les premiers signaux de décrochage d'une façon ou d'une autre, on peut empirer considérablement. C'est vraiment le moment où l'éducation a tout son sens. Tout à fait. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas donner un cadre, reprendre l'élève, mais tout ce qui est verbalisation, accompagnement de cet enfant, fondamental. Valorisation également. Qu'est-ce que vous avez appris, vous, depuis, ça fait 13 ans que vous êtes dans cette école, ça fait un peu moins, une dizaine d'années que vous pratiquez la pédagogie actuelle. Vous avez fait des erreurs, vous avez appris des choses. Qu'est-ce que vous auriez à dire à des collègues Alors, on a fait beaucoup d'erreurs. Ouais, c'est lesquelles? Déjà, la première année, quand je vous ai dit, à l'été, on s'est dit, tiens, on va se lancer dans cette pédagogie. Ouais. Et avec le conseil, l'autre outil principal, c'est les ceintures de comportement. C'est ça. Voilà, basé sur comme au judo, ceinture blanche, ceinture noire. Les devoirs respectés, valides. Et puis, ils obtiennent des droits à l'intérieur du groupe classe ou de l'école. Eh bien, la première fois qu'on a fait ces ceintures, on les a fait avec nos représentations d'adultes. Le bilan de fin d'année, c'est qu'on avait perdu à peu près la moitié de l'effectif qui n'était absolument pas rentré dans ce système-là de devoirs et de droits parce que ça leur parlait absolument pas. Donc on a dû, avec eux, les faire venir à nous, leur dire critiquer le système, qu'est-ce que vous voudriez inventer. Et alors vous avez lâché les ceintures ou non, simplement c'est maintenant eux qui les expliquent? Non, maintenant vous avez tenu compte de la façon dont eux en parlent. Exactement. Et il y a plein de devoirs et de droits qu'on n'avait absolument pas en tête et qui sont venus des enfants. Ils nous ont fait même créer une autre ceinture autre que la ceinture noire, qui est la ceinture des rêves. Mais voilà, l'idée c'est d'être la ceinture des rêves. Tout à fait. C'est quoi? C'est-à-dire qu'on avait des élèves qui, même si on est dans le monde du décrochage, qui roulaient extrêmement bien au niveau comportemental, donc avaient la ceinture noire au bout de quelques mois, et puis après finalement s'ennuyaient, il n'y avait plus d'autres buts. Et donc eux ont dit il nous faut une ceinture supplémentaire. Et donc la ceinture des rêves, elle est compliquée à avoir parce qu'en fait il faut être ceinture noire par 6 semaines de suite scolaire dans les vacances sans avoir été suspendu. Une suspension, c'est quand on ne recule jamais, mais quand on a pu respecter des droits. Génial, la ceinture des rêves, j'adore. Ce sera le mot de la fin. Elle est de quelle couleur? Elle est multicolore. Elle est multicolore, forcément. Voilà. Génial. Merci beaucoup. Ceinture des rêves. J'adore. Pour Emma Guessel. Pour la ceinture des rêves. Alors, vous allez voir, on a une chronique qui s'appelle Pas tour pas une fois par semaine avec une diététicienne et nutritionniste. Elle est super ceinture des rêves de tous les gens qui ont envie de bien manger sans faire de mal à leur santé. Sandra Ferreira.
Comme tous les jeudis, c'est Plateau Repas. Et Plateau Repas, c'est Sandra. Bonjour. Bonjour Emmanuel. Sandra Ferreira, notre diététicienne nutritionniste. Alors, on parle constamment de manger équilibré, les fruits, les légumes, le poisson, qui sont, on se le disait la semaine dernière, des aliments qui peuvent coûter un petit peu cher. Et vous nous avez dit, mais non, enfin, mais non. Mais oui, ça coûte cher. Mais on peut manger sainement et équilibré, même avec des petits budgets. Et effectivement, Emmanuel, chose promise, chose due, je reviens aujourd'hui pour une chronique où je vais vous apprendre à manger équilibré, sainement, mais pour des petits budgets, parce que c'est vrai qu'à tort, on pense que manger sainement, ça coûte cher, mais il existe des petites alternatives. On ne le dit pas pour rien quand même, il y a des statistiques. Alors, au niveau statistique, il est important de rappeler qu'un enfant sur 5 tout de même vit sous le seuil de pauvreté en France, ce qui fait 3 millions d'enfants en situation de pauvreté. Donc la chronique va quand même servir au moins à 3 millions d'enfants, donc c'est pas rien. Il est vrai qu'on est en plus bombardé d'injonctions qui peuvent être parfois culpabilisantes quand on n'a pas le budget. Manger 5 fruits et légumes par jour, manger plus de légumes, manger du poisson 2 fois par semaine. Et en plus la famille est grande, plus oui, voilà, il n'y a pas forcément un seul enfant à la maison. Voilà, et on risque de manger moins qualitatif. Alors, on rappelle ce que c'est que de manger équilibré, une petite piqûre de rappel. Ça ne fait pas de mal. Selon les recommandations du PNNS, le Programme National Nutrition Santé, pour un enfant... Votre Bible, disons les mots. Ma Bible, effectivement. Truc, hein, PNNS. Torah, le texte saint, les écritures saintes. Exactement. Il faut 5 fruits et légumes par jour, voilà, encore une fois, chez l'enfant. Des féculents à chaque repas, selon l'appétit. 4 produits laitiers par jour, donc du lait, du yaourt, du fromage. Une portion de viande, de poisson ou de produits de la pêche, avec, pour ce dernier, la recommandation de manger 2 fois par semaine et de l'eau à volonté. Alors, comment on fait concrètement pour les petits budgets ? Eh bien, on va penser tout simplement à cuisiner maison. Ça paraît très simple. Finalement, ça n'est pas tant que ça dans la pratique. On est pressé, on a notre vie, on va recourir à des plats industriels, des plats préparés, qui, eux, malheureusement, sont riches en graisse, riches en sucre, riches en sel, en additifs, souvent très riches en féculents en plus. Pas forcément ce qu'on recherche le plus. Et au final, même s'il en existe des plats préparés convenables, ça coûte vraiment cher. Et puisqu'on parle de budget aujourd'hui, par exemple, j'ai trouvé un plat préparé, un plat très simple, coquillettes, sauce bolognaise. La barquette coûte 2,59 €, la barquette de 300 grammes rapportée au kilo, 8,63 €, avec très peu de matière finalement, pour donner quelques chiffres, 9% de viande, 24% de sauce tomate, 17% de pâte, le reste ce sont des additifs, comme du sucre d'ailleurs. C'est à peu près le même prix de... Enfin, on a pareil sur d'autres enseignes que celles qu'on vient de voir. Oui, voilà, là, c'était une enseigne prise au hasard, mais c'est à peu près ce qu'on a sur toutes les enseignes. Chez exactement, Monoprix, etc. Voilà, Okay. Exactement. Et je me suis amusée à calculer pour vous, en cuisinant soi-même le même repas, dans les mêmes quantités, j'ai vraiment pris tout précisément de la même manière, ça reviendrait, la barquette, à combien d'après vous ? Je sais pas, 2 €. 2 €, vous diriez combien ? 3. 60 centimes seulement. Wow. 60 centimes si vous l'aviez vous-même fait maison, sans parler du goût qui est meilleur et du fait que vous savez exactement ce que vous y mettez. Vous pouvez en plus en faire à l'avance, congeler des portions, ce qu'on appelle le batch cooking. Je crois que les œufs aussi, on peut utiliser ça pour bien manger, non ? Ça coûte pas très cher, les œufs. Mais oui, on pense rarement à ça, ou on y pense parfois, mais déculpabiliser les œufs, c'est pas mauvais pour la santé, contrairement à ce qu'on pensait. En cas d'hypercholestérolémie, on hurlait, mais il n'y a aucun souci. Si vous avez des problèmes de cholestérol, vous pouvez manger des œufs. Oh. Tout le monde aime les œufs. Vous avez quelque chose à nous avouer, Emmanuel ? Non, mais j'adore vous écouter. Bon, alors, je précise quand même, en cas de problème de cholestérol, pas plus de 8 par semaine, mais ça laisse quand même Génial. Une marge. Bon, et le poisson, par contre, ça reste quand même un petit peu cher. Le poisson, ça reste Madame, j'ai réponse à tout. Oui, mais j'ai réponse à tout de même. C'est un peu cher, mais aller vers des poissons en conserve qui sont un peu moins chers et surtout pratiques, parce qu'il y a ça aussi, c'est qu'on est souvent découragé par le fait de devoir aller tous les jours chez le poissonnier, thon en conserve, sardines en conserve, c'est économique. Les enfants aiment bien en plus. Oui, une bonne salade composée avec du thon. C'est cher aussi. Alors, viande, c'est cher, surtout si on va sur le veau. Le porc, n'en ayez pas peur, il y a des morceaux très maigres. Si vous allez dans le rôti, dans le filet ou un filet mignon, on est très maigre. Et puis les légumes. Les fameux légumes qui coûtent cher, mais et pas les prix augmentent en ce moment. Effectivement. Ouais. Mon conseil, c'est les légumes surgelés, parce qu'on a 100% du produit. Il n'y a pas de perte en épluchage, on a vraiment le légume surgelé. Et la vitamine C, on ne la perd pas On ne la perd pas trop, parce que le légume surgelé, le principe, c'est que c'est surgelé dans un rayon très très proche du lieu de culture, et surtout dans les 2 heures. Donc, il y a pas de vitamines perdues. Donc, ça, vous regardez toujours le prix au kilo, c'est ce qui est important. Et si malgré tout, ça reste un peu cher pour vous, basculez sur la conserve qui va être un peu moins chère aussi.
un peu plus salé, avec un goût un peu différent tout de même. Et puis ça permet de varier quand même. Dernier conseil sur les laitages? Alors les laitages, conseil budget et santé. Sachez qu'un yaourt qui sera déjà aromatisé ou aux fruits coûte 2 fois plus cher. Donc prenez un yaourt nature, un fromage blanc nature et vous rajoutez un petit peu de miel, un peu de confiture ou rien du tout d'ailleurs. Génial. Comme ça. Sandra, merci beaucoup. Promesse tenue, on va tout faire pareil. Merci beaucoup aussi Maxime Michel de nous avoir rendu visite aujourd'hui. On insiste sur le fait qu'on vous a invité parce que vous êtes directeur d'école primaire. Si vous réussissez votre mesure de prévention, finalement au collège, où là les violences culminent, elles vont diminuer. Oui, c'est ça. Je pense que ce qui est important, c'est d'agir dès l'enfance. Voilà. Et c'est vrai que l'adolescence... Et ça évite de faire remonter le problème. L'adolescence est un monde compliqué. Et plus on les outille, mieux ce sera. Mieux vaut prévenir que guérir. C'est un petit peu, vous partagez le même genre de philosophie de la vie finalement. Je rappelle aussi, puisque c'est la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire, le numéro, quand on se fait harceler ou quand on est témoin de harcèlement, le 3018, il y a aussi une appli. La quotidienne, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous les deux, merci aussi à toute l'équipe. Colline Hamel au maquillage et en régie Marine Plantet, qui par ailleurs a préparé l'émission et qui était assistée aujourd'hui par Roxane Sarfati, Saïd Mamou au son, à la réalisation Angèle Jean Girard. Vous restez évidemment sur School TV, vous retrouvez notre émission en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.